Aussi sous 1945, à 8h15 du matin, le temps semble s'arrêter au-dessus d'Hiroshima. Dans le ciel parfaitement dégagé, un bombardier américain B-29 nommé Enola Gay poursuit sa trajectoire. Quelques instants plus tôt, il a largué une arme comme l'humanité n'en a jamais connue. 43 secondes plus tard, une lumière d'une intensité inimaginable illumine le ciel du Japon. Sans le savoir, un appel a été lancé et les yeux de monde invisible se sont peut-être rivés sur nous à ce moment. Pendant une fraction de seconde, la température au cœur de l'explosion atteint plusieurs millions de degrés. Une onde de choc traverse la ville. Des bâtiments disparaissent. Des milliers de vies s'éteignent presque instantanément. Pour les habitants d'Hiroshima, le monde vient de basculer. Pour les dirigeants de la planète, une guerre est sur le point de prendre fin. Mais pour l'humanité tout entière, quelque chose de profond vient de se produire. Une étape qui nous permet maintenant de nous autodétruire. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, une seconde détonation frappe Nagasaki. 2 villes, 2 éclairs aveuglants, 2 champignons atomiques s'élevant vers le ciel. Cet écho de notre entrée dans l'ère atomique aurait-elle été remarqué bien au-delà de notre monde? Si quelque part, des observateurs silencieux avaient compris qu'une civilisation venait de franchir l'un des seuils les plus critiques de son évolution, celle où elle pouvait s'autodétruire. Alors une question se pose. Et si leur présence près de la Terre n'était pas une coïncidence, mais une réponse à notre développement nucléaire? Sommes-nous certains que les bombes atomiques n'ont laissé des cicatrices que sur la Terre? Ou est-il possible que leur puissance ait produit des effets bien réels à l'échelle du cosmos, suscitant l'attention persistante d'une intelligence qui, depuis lors, semble surveiller chacun de nos pas dans le domaine nucléaire? Lorsqu'on remonte les premières pages de l'histoire moderne du phénomène OVNI, un détail revient sans cesse attirer l'attention des chercheurs. À peine 2 ans après Hiroshima et Nagasaki, l'événement qui deviendra le cas le plus célèbre de toute l'histoire des ovnis se produit près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Un crash d'engin inconnu. À première vue, il pourrait s'agir d'un simple hasard. Mais le hasard devient plus intriguant lorsqu'on s'intéresse à ce qui ne se trouvait réellement à quelques kilomètres du lieu du crash. Roswell n'était pas une base militaire ordinaire. Elle abritait le 509e groupe, la seule unité de bombardement au monde spécifiquement entraînée à mettre en œuvre l'arbre atomique. C'est cette unité qui avait participé aux missions ayant conduit au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. En 1947, elle demeurait l'un des actifs militaires les plus stratégiques et les plus protégés des États-Unis. Ce fait, lui, est historique. Ce qui demeure inconnu, c'est la raison pour laquelle le crash d'un ovni à Roswell s'est déroulé précisément dans l'environnement de cette base. Était-ce une coïncidence? Ou bien le choix de cette région n'avait-elle rien d'aléatoire? Une autre réflexion mérite d'être posée. Si l'on accepte, comme les nombreux témoins l'ont raconté, l'hypothèse qu'un engin d'origine non humaine se soit réellement écrasé près de Roswell, il devient difficile d'imaginer qu'il s'agissait du tout premier appareil de ce type à visiter notre planète. Dans l'aviation moderne, les accidents mortels sont très rares. En regardant la tendance sur plusieurs années, l'industrie aérienne affiche environ un accident mortel pour 5,6 millions de vols en moyenne. Bien qu'il faille rester plus prudent en comparant les statistiques humaines avec une hypothétique civilisation avancée,
les accidents sont des événements exceptionnellement rares par rapport au nombre total de vols. Par analogie, si un appareil extraordinairement avancé s'était réellement écrasé à Roswell, il serait raisonnable d'envisager qu'il a été précédé ou suivi par un très grand nombre de missions accomplies sans incident. Cette réflexion invite à considérer une possibilité souvent oubliée. Un crash spectaculaire attire toute l'attention, alors qu'il pourrait n'être que la partie visible d'une histoire beaucoup plus vaste. Et si Roswell n'était pas le fruit du hasard, mais bien choisi pour comprendre notre développement nucléaire, car son développement a peut-être eu des répercussions dans leur monde aussi. Un événement qui se produisait en 1964 va également dans ce sens. 17 ans après Roswell, les États-Unis sont désormais plongés au cœur de la guerre froide. La menace nucléaire domine toutes les stratégies militaires. Les missiles balistiques intercontinentaux sont devenus les armes les plus redoutées de la planète. Chaque essai représente un enjeu technologique majeur. Le 15 septembre 1964, un missile Atlas est lancé depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. Il ne transporte pas d'ogive nucléaire active, mais un véhicule de rentrée destiné à tester le comportement d'une future arme nucléaire après son retour dans l'atmosphère. Comme pour plusieurs essais de cette époque, le vol est minutieusement enregistré et filmé. À plus de 150 km du pas de tir, dans les montagnes de Big Sur, une équipe de la US Air Force a installé un puissant télescope équipé d'une caméra haute résolution. Sa mission est simple, filmer avec précision chaque seconde du vol afin que les ingénieurs puissent analyser les performances du missile. L'officier responsable du site se nomme Robert Jacobs. Pour lui et son équipe, il s'agit d'une journée de travail comme les autres. Le lancement se déroule normalement. Le missile quitte son pas de tir, grimpe vers les hautes couches de l'atmosphère et poursuit sa trajectoire au-dessus de l'océan Pacifique. Les caméras enregistrent tout. Quelques jours plus tard, Robert Jacobs est convoqué à la base de Vandenberg afin de visionner le film développé. Selon son témoignage, lorsqu'il entre dans la salle de projection, 2 hommes en civil sont déjà présents. Ils ne se présentent pas. Le film commence. Les premières images montrent exactement ce qui était attendu. Le missile, son ascension et la séparation de son véhicule de rentrée. Puis, toujours selon Jacobs, quelque chose apparaît à l'écran. Un objet circulaire entrerait dans le champ de la caméra. Il se déplacerait autour de l'ogive à une vitesse remarquable. Selon Jacobs, l'objet effectue plusieurs manœuvres autour de la cible avant que plusieurs éclairs lumineux ne viennent être dirigés vers celle-ci. Quelques instants plus tard, l'ogive quitterait sa trajectoire prévue. Le film s'arrête. Toujours d'après Jacobs, on lui ordonne alors d'oublier ce qu'il vient de voir et de ne jamais parler de cette projection. Le film, affirme-t-il, aurait ensuite été emporté et n'aurait jamais été revu publiquement. Pendant près de 20 ans, cette histoire demeure inconnue du grand public. Ce n'est qu'au début des années 1980 que Robert Jacobs décide de raconter publiquement ce qu'il affirme avoir observé. Son récit attire rapidement l'attention des chercheurs. Quelques années plus tard, son ancien supérieur, le major Florence Mansman, déclare dans une lettre qu'il confirme avoir assisté à la projection du film et qu'un objet non identifié y apparaissait effectivement. Toutefois, cette confirmation porte sur son souvenir des événements et ne permet pas de vérifier de manière indépendante ce qui se montrait réellement le film. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre acteur du projet, l'ingénieur Kingston George, propose une explication très différente. Selon lui, les images n'auraient pas montré un objet inconnu, mais le déploiement de leurres et de contre-mesures utilisées lors des essais militaires hautement confidentiels. Robert Jacobs, qui n'avait pas accès à ces informations classifiées, aurait simplement interprété ce qu'il voyait sans connaître la véritable nature du test. 60 ans plus tard, aucune copie authentifiée du film n'a été rendue publique.
aucun document officiel ne permet de confirmer définitivement la version de Robert Jacobs. Mais aucune preuve définitive ne permet non plus de montrer que le film ne montrait que des leurres militaires. Le cas Big Sur demeure ainsi l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire, des liens supposés entre les phénomènes aériens non identifiés et les armes nucléaires. Était-ce un essai militaire mal interprété? Une technologie secrète que certains témoins n'étaient pas autorisés à connaître? Ou le témoignage d'un événement qui, faute de preuves accessibles, restera peut-être à jamais suspendu entre l'histoire et le mythe? Une chose en revanche est incontestable. Parmi les récits les plus célèbres associant des objets volants non identifiés aux installations nucléaires, celui de Big Sur occupe une place à part. Et ce n'était que le début. Trois ans plus tard, après l'affaire du missile Atlas, un nouvel événement va se produire. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple essai de missile. Nous sommes au cœur de la guerre froide. Le monde vit sous la menace constante et permanente d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Au nord de l'État du Montana se trouve l'une des installations militaires les plus sensibles de la planète, la base de Malmstrom. À cette époque, elle contrôle des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux Minuteman, répartis dans des silos souterrains sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Chaque missile est équipé d'une ogive nucléaire. Chaque équipage est prêt, 24 heures sur 24, à exécuter un ordre de lancement en quelques minutes seulement. Le 16 mars 1967, à 8h45 du matin, quelque chose d'inattendu se produit. Dans le complexe appelé Echo Flight, les officiers responsables des missiles voient soudain apparaître une série d'alarmes. Puis, presque simultanément, les 10 missiles nucléaires placés sous leur responsabilité passent en état de no-go. Autrement dit, ils deviennent inopérants. Les 10 missiles cessent pratiquement en même temps d'être disponibles pour un lancement stratégique. Pour la US Air Force, l'événement est d'une gravité exceptionnelle. Les missiles sont pourtant conçus pour fonctionner indépendamment les uns des autres. Ils sont répartis dans des silos séparés de plusieurs kilomètres, reliés à un centre de contrôle souterrain extrêmement protégé. Une panne touchant simultanément l'ensemble des installations est considérée comme hautement inhabituelle et improbable. Les équipements de maintenance sont immédiatement envoyés sur place. Les ingénieurs entreprennent une analyse complète des systèmes électroniques. Les missiles sont progressivement remis en état d'alerte au cours des heures suivantes. Jusque-là, les faits sont bien documentés. Les archives de la US Air Force confirment qu'à 8h45, les 10 missiles d'Echo Flight ont effectivement perdu leur statut opérationnel presque simultanément et qu'une enquête technique a été ouverte. Mais c'est ce qui entoure cet incident qui va alimenter le mystère pendant des décennies. Près de 30 ans plus tard, d'anciens militaires commencent à raconter publiquement ce qu'ils disent avoir vécu à Malmstrom. Parmi eux figure le lieutenant Robert Salas, officier de lancement des missiles. Selon son témoignage, un garde de sécurité posté à la surface l'aurait contacté pour signaler la présence d'un objet lumineux effectuant des manœuvres inhabituelles près d'une installation nucléaire. Quelques instants plus tard, le même garde rappelle. Sa voix, raconte Salas, est devenue nerveuse. L'objet serait désormais immobile, suspendu au-dessus de la zone sécurisée. Puis surviennent des alarmes. Les missiles passent les uns après les autres en état de no-go. Salas affirme avoir cru, pendant quelques secondes, que les États-Unis étaient en train de subir une attaque. Son témoignage ne restera pas isolé. Au fil des années, d'autres anciens militaires diront avoir entendu des récits similaires ou avoir participé aux investigations techniques qui ont suivi. Cependant, tous les témoins ne racontent pas exactement la même histoire. Les documents déclassifiés par la US Air Force confirment bien que la panne d'Echo Flight
mais ils indiquent également que les rumeurs faisant état d'un ovni au moment de la défaillance avaient été examinées sans qu'un lien soit retenu. Le débat ne s'arrête pourtant pas là. Pendant des années, les ingénieurs cherchent à comprendre comment 10 missiles indépendants ont pu devenir inopérants presque simultanément. Diverses hypothèses techniques sont avancées, notamment un problème électrique affectant une composante appelée le Logic Coupler. Plus récemment, un rapport historique publié par le Pentagone a attribué l'incident à un essai alors classifié impliquant des effets électromagnétiques. D'anciens témoins, dont Robert Salas, contestent toutefois cette conclusion. Près de 60 ans après les faits, une chose demeure incontestable. Le 16 mars 1967, 10 missiles nucléaires américains ont réellement cessé de fonctionner presque en même temps, alors qu'ils devaient fonctionner de façon indépendante. Ce qui continue de diviser les chercheurs, les historiens et les anciens militaires, ce n'est pas la panne elle-même. C'est ce qui aurait pu, ou non, se trouver dans le ciel du Montana au moment précis où l'une des installations nucléaires les plus sensibles des États-Unis perdait soudainement sa capacité de riposte. Pourquoi retrouve-t-on encore et encore des témoignages d'objets inconnus, à proximité d'installations nucléaires, de bases stratégiques et de sites de lancement de missiles, parfois même des deux côtés du rideau de fer? L'incident de Malmstrom ne constitue pas seulement un épisode isolé de l'histoire militaire américaine. Il marque ainsi le début d'une question beaucoup plus troublante. Car si les témoignages recueillis aux États-Unis avaient concerné uniquement des bases américaines, il aurait toujours été possible d'imaginer une technologie secrète développée par l'Union soviétique. Après tout, nous sommes en pleine guerre froide. Les deux superpuissances rivalisent dans une course effrénée aux armements nucléaires, aux satellites, aux missiles balistiques et aux technologies d'espionnage. Chaque intrusion dans un espace aérien sensible est immédiatement perçue comme une potentielle menace. À cette époque, lorsqu'un objet inconnu est détecté au-dessus d'une installation nucléaire américaine, le premier réflexe des militaires est simple. Les Soviétiques ont peut-être développé un nouvel appareil espion. Mais derrière le rideau de fer, la réaction est exactement la même. Les militaires soviétiques observent eux aussi des phénomènes aériens inhabituels au-dessus de certaines de leurs installations stratégiques. Et leur première conclusion est tout aussi logique. Les Américains sont probablement responsables. Pendant des années, chacun des deux blocs soupçonne donc l'autre de disposer d'une technologie aérienne révolutionnaire capable de pénétrer les espaces aériens les mieux protégés de la planète. Pourtant, au fil des enquêtes, un problème apparaît. Les descriptions recueillies des deux côtés du rideau de fer deviennent étonnamment semblables. Objet silencieux, stationnaire, accélération fulgurante, absence apparente de système de propulsion. Des caractéristiques qu'aucune des deux puissances ne revendique. En Union soviétique, ces signalements sont pris suffisamment au sérieux pour conduire à la création en 1978 d'un programme officiel d'étude des phénomènes aériens inexpliqués, connu aujourd'hui sous le nom d'Institute 22 ou programme SECA. Pendant une dizaine d'années, des milliers de rapports provenant de pilotes de soldats, de techniciens et d'unités militaires sont recueillis et analysés. Une partie des dossiers reçoit une explication conventionnelle, mais plusieurs centaines demeurent officiellement non résolues. Puis, survient un incident qui rappelle étrangement celui de Malmstrom. Le 4 octobre 1982, selon des documents militaires soviétiques rendus publics plusieurs décennies plus tard, un important objet lumineux est observé au-dessus d'une base de missiles nucléaires de la 50e division des forces des fusées stratégiques près de Bielogorodoïchi, dans l'actuelle Ukraine. Mais les témoins figurent un opérateur radio nommé Vladimir Matveyev, ainsi que plusieurs militaires présents sur le site. Les rapports décrivent un objet silencieux, évoluant au-dessus de la zone des silos.
pendant une période prolongée. Puis, survient l'événement qui rend cette affaire célèbre. Selon les témoignages consignés dans les dossiers soviétiques, les panneaux de contrôle du poste de commandement s'illuminent soudainement. Des indicateurs associés à la procédure de lancement des missiles apparaissent sans qu'aucun ordre n'ait été donné. Les officiers présents comprennent immédiatement la gravité de la situation. Ils contactent leurs supérieurs. Aucun ordre de lancement n'a été émis depuis Moscou. Après quelques secondes d'une extrême tension, toutes les indications reviennent aussi soudainement à la normale. Les missiles ne sont finalement jamais lancés. Les récits proviennent de témoignages militaires et de documents internes rendus publics bien après les faits, mais ils n'ont pas été confirmés de manière indépendante par les autorités russes actuelles. Que l'on adhère ou non à ces témoignages, une constatation demeure fascinante. À près de 15 ans d'intervalle, 2 systèmes militaires totalement indépendants, 2 ensembles de témoignages provenant de soldats, d'officiers et de techniciens formés à protéger les armes les plus stratégiques de leur pays et du monde. Et dans les 2 cas, les premiers responsables de ces mystérieuses intrusions furent l'ennemi. Les Américains pensaient observer une technologie soviétique. Les Soviétiques étaient persuadés qu'il s'agissait d'une technologie américaine. Pourtant, ni Washington ni Moscou n'ont jamais revendiqué la moindre capacité permettant de réaliser les manœuvres décrites par les témoins. Simple succession de méprises, technologie secrète demeurée inconnue, ou bien les 2 grandes puissances militaires de la planète observaient-elles chacune de leur côté un phénomène qui n'appartenait pas à notre monde? Si tel était le cas, une dernière question s'impose. Pourquoi ces apparitions semblent-elles revenir encore et encore au-dessus des lieux où l'humanité entrepose son pouvoir de destruction le plus absolu? Après avoir parcouru près de 70 années d'histoire, une chose apparaît avec une étonnante constance. Chaque événement, pris isolément, peut trouver une explication. Roswell pourrait n'avoir été qu'un ballon militaire. Le témoin de Robert Jacobs pourrait être le résultat d'une mauvaise interprétation d'un essai hautement confidentiel. La panne de Malmstrom pourrait s'expliquer par une défaillance électronique incroyable. Les récits soviétiques pourraient être incomplets ou inexacts. Les lumières observées au-dessus de Tchernobyl ou de Fukushima plus récemment pourraient avoir des causes parfaitement naturelles. Pris un par un, chacun de ces dossiers laisse place au doute. Mais lorsqu'on prend un peu de recul, lorsqu'on cesse d'observer chaque pièce séparément pour contempler l'ensemble du tableau, une question beaucoup plus dérangeante commence à émerger. Pourquoi retrouve-t-on toujours les mêmes lieux, les mêmes installations, les mêmes armes, les mêmes technologies, les mêmes témoins? Et surtout, pourquoi le phénomène semble-t-il graviter autour d'une intervention qui n'existait pas avant 1945, l'énergie nucléaire? Ce n'est pas une preuve, mais ce n'est plus une simple anecdote non plus. Depuis Hiroshima, des militaires américains, soviétiques, britanniques, français et d'autres pays ont affirmé avoir observé des phénomènes aériens inhabituels à proximité d'installations stratégiques. Des pilotes, des ingénieurs, des opérateurs radars, des gardes de sécurité, des officiers chargés de la protection des armes les plus destructrices jamais construites par l'humanité. Tous n'ont certainement pas raison. Tous n'ont certainement pas vu la même chose. Mais tous ne peuvent pas non plus être balayés d'un simple revers de la main. Car derrière chacun de ces témoignages se trouvent des femmes, des hommes, sélectionnés pour leur sang-froid, leur discipline et leur capacité à distinguer l'ordinaire de l'extraordinaire. Ce sont précisément ces personnes auxquelles nous confions encore aujourd'hui la responsabilité d'armes capables de mettre fin à notre civilisation. Alors pourquoi auraient-ils tous perdu leur crédibilité au moment même où elles décrivent quelque chose qu'elles ne comprennent pas? Peut-être parce que les réponses sont encore hors de notre portée, ou peut-être parce que nous posons les mauvaises questions. Depuis des décennies, nous cherchons à savoir ce que sont ces objets. Mais si la véritable question était tout autre, et si nous devions plutôt nous demander pourquoi sont-ils si souvent observés près de nos installations militaires? Pourquoi apparaissent-ils autour de nos sites d'essai? Pourquoi autour de nos silos? Pourquoi autour de nos bases stratégiques secrètes? Pourquoi autour de nos centrales?
Pourquoi les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète, ennemies pendant près d'un demi-siècle, ont-elles rapporté des récits étonnamment similaires? Pendant la guerre froide, les Américains étaient persuadés que les objets aperçus au-dessus de leur base appartenaient aux Soviétiques. Au même moment, les Soviétiques étaient convaincus que ces mêmes phénomènes étaient des appareils américains. Aucun des deux camps n'a pourtant revendiqué une technologie correspondant aux descriptions des témoins. Aucun document déclassifié ne montre qu'une nation possédait déjà des engins capables de rester immobiles pendant de longues minutes, d'accélérer instantanément ou d'effectuer des manœuvres dépassant les performances connues de l'époque. Alors, que reste-t-il? Il existe une hypothèse que beaucoup jugent extraordinaire, peut-être trop extraordinaire. L'idée qu'une intelligence extérieure, non humaine, puisse observer notre développement. Non pas parce qu'elle s'intéresse à notre politique, à nos frontières, à nos religions, à nos langues, mais parce qu'en 1945, quelque chose a changé. Pour la première fois, une espèce encore jeune est parvenue à libérer l'énergie contenue dans le cœur de l'atome. Cette découverte ne représentait pas seulement une nouvelle arme. Elle marquait peut-être le franchissement d'un seuil. Dans notre histoire, lorsqu'une civilisation découvre une nouvelle source d'énergie, tout change. Le feu, la vapeur, l'électricité, le pétrole et maintenant l'énergie nucléaire. Chaque étape transforme radicalement le destin de l'humanité. Alors, pourquoi serait-il absurde d'imaginer qu'à l'échelle de l'univers, cette transition puisse également avoir une signification? Nous ignorons encore si d'autres civilisations existent. Nous ignorons si elles voyagent entre les étoiles. Nous ignorons même si elles connaissent notre existence. Mais si elles existent, si elles possèdent les moyens d'observer des mondes lointains comme le nôtre, quel événement aurait été plus remarquable que celui où notre civilisation primitive est soudainement devenue capable de manipuler la même énergie qui alimente les étoiles? Peut-être que rien du tout de cela n'est lié. Peut-être que les rapprochements que nous avons explorés aujourd'hui ne sont que des coïncidences. Mais parfois, les plus grandes découvertes commencent précisément par une succession de coïncidences que personne n'avait osé rapprocher. Si ces mystérieux visiteurs s'intéressent réellement à notre technologie nucléaire, pourquoi? Car à première vue, rien ne semble logique. Une explosion atomique sur une petite planète perdue dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres ne devrait pas être remarquée à des années-lumière de distance. Même la lumière mettrait des siècles, parfois des millénaires, à parvenir jusqu'à d'éventuels observateurs. Ou moins, qu'ils ne soient pas si loin. Et si ces intelligences n'étaient pas des voyageurs venus des profondeurs du cosmos, mais des voisins d'une toute autre nature? Des êtres évoluant dans une réalité parallèle, si proche de la nôtre qu'un événement d'une violence extrême, comme une bombe atomique, pourrait traverser cette frontière invisible et produire des conséquences que nous sommes incapables d'imaginer. Une hypothèse qui, aujourd'hui, ne repose sur aucune preuve, mais qui soulève une question fascinante. Et si, sans le savoir, nous avions eu un impact dévastateur sur un monde qui coexistait avec le nôtre? Alors peut-être que depuis ce jour, ils nous observent. Non pas par curiosité, non pas par fascination, mais par inquiétude. Parce qu'ils savent désormais que notre civilisation, dont ils ont peut-être besoin, vient d'acquérir le pouvoir de provoquer des effets qui dépassent son propre univers. Depuis plus de 80 ans, pourquoi tant de témoignages crédibles d'incidents militaires et d'observations inexpliquées semblent-ils graviter autour de nos installations nucléaires? Peut-être qu'au final, le véritable mystère n'est pas de savoir s'ils viennent d'ailleurs, mais de comprendre à quel point cet ailleurs est possiblement beaucoup plus proche que nous ne l'avions jamais imaginé.